Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Tzedek, qui est une organisation qui a été fondée, si je me trompe, courant 2023. Juin 2023, oui. Et c'est une organisation de militants juifs révolutionnaires et donc qui ont aussi beaucoup pris part à la discussion, au débat, aux interventions autour de ce qui se passe en Palestine actuellement, enfin actuellement depuis le 7 octobre, parce que vous êtes fondé peu de temps avant cet événement-là. Moi, je vous ai connu à travers vos interventions chez Parole d'honneur. Toujours de très bonnes interventions. Et en plus de ça, vous préparez la sortie d'un livre qui doit sortir en février, le 6 février. Un livre qui s'appelle. Exact. J'ai plus le nom en tête. J'ai bien fait mon Lutter travail. en rupture, lutter en solidarité. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et qui revient du coup, qui est un peu un bilan que vous faites sur ces quelques années de militantisme à Tzedek. Du coup, je vais vous laisser la parole. Tzedek, déjà, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que vous présenterez votre regard? Ouais, bah, pour en dire quelques mots, Ellie, enfin, voilà. Déjà, nous, souvent, on donne comme sous-texte à Tzedek collectif juif décolonial. Mhm. Tzedek en hébreu, ça veut dire justice. Donc, on est un collectif politique, mais aussi avec une dimension quand même communautaire. Et coup, on est un groupe de juifs antisionistes, dont certains sont issus de l'UJFP, de l'Union juive française pour la paix. Voilà, investis dans le champ antiraciste, l'antisionisme du coup, of course, mais aussi l'anti-impérialisme, choses comme ça. Mhm. Ouais, c'est ça. Pour compléter, nous, en fait, on est vraiment, comment dire, on est un peu le produit d'une histoire plus longue qui est celle de l'histoire de l'antiracisme politique en France. Et ce qui est un mouvement, du coup, qui a été très critique, qui a été très actif dans les années 2000-2010. Et qui a été très critique de ce qu'ils appellent l'antiracisme moral. Et c'est vrai que pendant longtemps, la seule parole juive dans cet environnement militant-là, c'était l'Union juive française pour la paix, qui sont un peu nos aînés et nos précurseurs, Mhm. mais qui était un peu une orga plus à l'ancienne, même d'un point de vue générationnel, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et donc, nous, on est un peu, voilà, on s'est fondé aussi pour essayer de continuer à porter une parole juif qui soit radicalement antiraciste, qui porte des analyses politiques de la question du racisme, dont l'antisémitisme fait partie, et parce qu'on est antiraciste, on est aussi antisioniste. Donc c'est vrai qu'avec toute l'actualité en Palestine, c'est des sujets auxquels on a été particulièrement amené à se Mhm. confronter quoi, depuis 2 ans. C'est vrai qu'en même temps, vous êtes fondé quelques mois, vous vous êtes mis en organisation quelques mois avant le 7 octobre, je pense qu'on n'avait pas tout à fait prévu. Du coup, ça a mis quand même aussi beaucoup en lumière cette parole juive, antisioniste, anti-impérialiste, qui, ma foi, j'estime être particulièrement importante dans le moment. Le profil de vos militants, en plus, il est assez jeune. Tu dis que l'UJFP, c'est aussi une autre génération. C'est vrai qu'à Tzedek, c'est des militants de nos âges, quoi, pour la plupart. Ouais, ouais, ça va globalement de 19-20 ans. Après, il y a quand même des gens plus âgés qui d'ailleurs pouvaient être aussi à l'UJFP avant ou nous ont rejoints après. Mais c'est vrai que ça tourne quand même globalement autour des 25-30 ans, 35 ans. Hmm. C'est vrai c'est plutôt ces tranches d'âge-là. Puis on a, enfin aussi la création de Tzedek, elle intervient aussi pour en fait, marquer une forme de clarté, de clarification par rapport à d'autres positions juives enfin, revendiquées de gauche. Enfin, tout à l'heure, tu as Hmm. dit juif révolutionnaire, c'est le Oui, nom à peu c'est près d'un autre à pas collectif. confondre, pas confondre Voilà. avec avec notamment la JJR, etc. Non, Voilà, c'était pas mon intention.
et qui a, non, non, mais y a pas de souci, mais qui avaient enfin, qui existaient déjà quand même avant nous, et mais qui avaient par contre des positions sur lesquelles on est clairement en désaccord, Hmm. sur le sionisme, mais aussi la question de l'antiracisme moral et politique. Voilà, donc le but est, enfin, moi j'étais pas là au début, mais je pense qu'il y avait aussi quand même cette idée de clarification la place et la parole émanant de juifs entre guillemets quoi dans l'antiracisme politique Hmm. et voilà. Et du coup, puisque vous parliez de l'UJFP, de quelle impulsion est-ce que c'est né votre collectif Tzedek? Pourquoi est-ce que, par exemple, vous n'avez pas continué avec l'UJFP, resté avec cette forme d'organisation-là? Pourquoi, d'où est venue cette nécessité de créer Tzedek? Comme le disait Mathis un peu tout à l'heure en intro, il y a une autre différence entre nous et l'UJFP, c'est que eux, c'est vraiment un peu peut-être une autre culture politique à l'origine. C'est plus une forme de gauche radicale, très laïque, très athée, très d'extrême gauche, quoi, un peu avec tout ce que ça a de bien et parfois d'un peu enfermant, j'ai envie de dire, Mhm. aussi comme culture militante. Et nous, on est aussi les héritiers, comme tu le disais tout à l'heure, d'autres organes de l'antiracisme politique. Tu mentionnais Parole d'honneur, mais c'est vrai que d'autres parmi nos membres fondateurs, ils compagnaient avec le Parti des indigènes de la République à l'époque, ou des mouvements antiracistes comme ça. Et c'est vrai que cette dimension très laïque, gauche athée, gauche radicale, c'est un truc dont on avait le sentiment que l'UJFP faisait partie et sur lequel on voulait rompre. Donc c'est aussi l'idée d'avoir un lieu plus communautaire. Nous, on est une organisation en non-mixité, tandis que l'UJFP, eux, ils sont ouverts à des non-juifs, aussi parce qu'on voulait recréer des espaces communautaires, des pratiques culturelles et cultuelles. Mhm. Et c'est vrai que dans bon, là, ça s'est vraiment beaucoup accéléré avec le 7 octobre et le génocide en Palestine, mais c'est vrai que il y en a pas beaucoup parmi nos militants qui soit ont des entourages amicaux, familiaux, etc., qui peuvent être sionistes, et donc il peut y avoir beaucoup de cas de rupture familiale, de rupture amicale, de rupture communautaire, des camarades qui se font virer de leur SINA, par exemple, pour ceux Ouais. qui ont une pratique religieuse. Et donc, le fait de recréer un espace un peu communautaire, c'est aussi important pour certains de nos camarades qui retrouvent quelque chose que leur conviction politique leur a fait perdre. Et puis ouais, c'est cette notion de communautaire, c'est pas forcément quelque chose qui se voit tellement de l'extérieur du collectif, mais qui en vrai est assez fondamental dans notre quotidien au sein du collectif. Mhm. C'est-à-dire que par exemple, alors moi, on est militant sur Paris avec Ellie, mais par exemple à Paris, je crois que à Lyon il y a ça aussi, et à Marseille, dans les autres antennes, il y a par exemple tous les vendredis soirs des Shabbats où on se retrouve pour tout simplement parce qu'on aime bien se voir, mais aussi avec l'idée que ceux qui voudraient pouvoir en tout cas faire un office, des choses comme ça, puissent pouvoir le faire, ce qui est du coup assez ironique finalement Mhm. que Tzedek soit devenu une forme de refuge communautaire post 7 octobre en opposition aux sionistes. Et ce que je veux souligner aussi, c'est que c'est l'enjeu, il est aussi de pouvoir dénouer un peu la question du judaïsme, du sionisme, même si ça Mhm. c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que la simple pratique religieuse ou communautaire. Mais il y a aussi vraiment une question d'application de notre politique et de nos lignes aussi dans notre quotidien de juif, qu'on soit religieux ou pas d'ailleurs. C'est assez varié. Le rapport à la religion est assez varié dans le collectif. Pour le Mhm. coup. Oui, puis le côté communautaire, il est particulièrement important, hein, j'ai l'impression, hein. Surtout comme vous dites, si dans une période qui est confrontationnelle entre des juifs sionistes et des juifs antisionistes, ça peut être particulièrement compliqué. C'est trop bien, en fait, que vous fassiez ça, que vous permettiez ça aussi, pour
justement pour les militants juifs qui se retrouvent pas en accord avec ce qui se passe en Palestine, etc., quoi. Oui, oui, Et puis, enfin, non. Ouais, vas-y, Ali. non, j'ai dit, et puis c'est vrai qu'il y a une réalité aussi matérielle à laquelle on fait face en tant que militant juif antisioniste, c'est que on est ultra minoritaire au sein Mm. des juifs et que les juifs en France sont massivement sionistes, bon, selon des positions qui vont de Meir Habib à JJR, Golem, etc., les organes sionistes de gauche Ouais. que tu évoquais rapidement tout à l'heure. Mais en tout cas, on est de ce fait très isolé. Et donc, pour ceux pour qui la dimension communautaire était une manière importante de vivre leur judéité, ça crée, en plus, comme c'est des sujets qui sont très, très lourds et très investis, effectivement, c'est vrai que ça peut provoquer des ruptures assez importantes. Après, nous aussi, cette histoire de recréer du lien communautaire, ça s'inscrit aussi dans une réflexion politique qu'on a de manière plus générale sur de critique de l'assimilationnisme français, du fait que voilà la religion en France de manière générale, mais singulièrement pour les Juifs, a été quand même prise en coupe sous l'autorité de l'État, et que de manière générale, les Juifs qui étaient une minorité raciale historiquement en Occident depuis à minima le 15e siècle, ont été pris depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale dans ce que nous on appelle un processus de blanchiment. Donc qui va faire que les Juifs sont de moins en moins une minorité, sont de plus en plus ralliés à la suprématie blanche, à l'ordre blanc, etc., etc. Et donc, c'est peut-être ambitieux de dire qu'il faut rompre avec ce blanchiment parce que c'est un phénomène sur lequel on n'a pas de prise. Mais en tout cas, le fait d'être dans ce discours d'assimilationnisme, de pas revendiquer une démarche religieuse, culturelle, etc. Et se fondre, c'est aussi participer de ce processus général de blanchiment qui nous semble poser problème, quoi. Oui, puis qui mène aussi à une instrumentalisation, j'ai l'impression, d'une communauté minoritaire sur une autre, comme on peut voir aujourd'hui, avec les instrumentalisations de la judéité pour taper justement sur les musulmans, etc. aujourd'hui, quoi. Oui, oui, enfin, ça, c'est un truc enfin, qui est, je pense, dans nos principaux enfin, combats et sujets, et que d'ailleurs, le communautaire peut servir aussi ça. C'est qu'il y a, en fait, une telle peur de traiter la question de l'antisémitisme et de la question des Juifs et du sionisme d'Israël, etc. Parce que la punition en face de la part de l'État, des institutions, et même du coup, par exemple, dans d'autres cadres, dans le lien affectif et choses comme ça, est telle et que, enfin ouais, on observe quand même vraiment un phénomène vraiment vraiment de crainte de ce sujet-là, et que du coup ça naturellement ça favorise en fait le développement de l'antisémitisme, puisque c'est évident que en favorisant et en exceptionnalisant une minorité raciale, les autres minorités raciales ou pas d'ailleurs en fait vont pouvoir créer enfin éprouver du ressentiment, des choses comme ça. Ouais, ouais. Et donc, nous, c'est une part de notre analyse de l'antisémitisme, qui n'est d'ailleurs, enfin, évidemment pas que ça, puisque c'est aussi tout simplement la structure de l'État français, mais c'est aussi vraiment ce truc de l'exceptionnalisation des Juifs et d'Israël participe à créer de l'antisémitisme, et du coup, un peu, voilà, un de nos projets, c'est aussi qu'on puisse quand même aussi aborder ce sujet de manière à peu près sereine, euh, et que les questions qui doivent être posées puissent être posées, que les critiques qui puissent être faites soient faites, aussi que les gens aient le droit de se tromper d'ailleurs, tout simplement, parce qu'aujourd'hui il n'y a même plus le droit de se tromper ou enfin c'est et puis que du coup c'est vraiment la question du saisissement de la part de l'État du judaïsme, des Juifs et de cette histoire, de cette très longue histoire de l'antisémitisme européen Mhm. devient vraiment un outil de répression,
Et ça, en effet, ça participe également au blanchiment de la communauté juive, dont maintenant la présence au sein de l'État est cruciale pour réprimer principalement les communautés musulmanes, les autres communautés, les autres minorités ethniques, choses comme ça, enfin, raciales. Mhm. Ouais, c'est vrai que bon, comment dire, c'est effectivement l'un des principaux points de nos analyses, mais de manière générale, il y a, enfin c'est pas spécifique aux juifs, mais il y a des minorités modèles qui sont utilisées ou mises en avant par la suprématie blanche, par l'ordre de domination raciale, pour taper sur et criminaliser d'autres minorités. Je pense par exemple tout ce qui peut être dit sur les Asiatiques, par exemple, qui seraient travailleurs, honnêtes, discrets, etc. Évidemment, par opposition aux musulmans, aux noirs, aux arabes, etc. Ou aux roms. Et c'est vrai que dans le cas des juifs, c'est particulièrement flagrant, et c'est particulièrement l'utilisation qui est faite de la question des juifs par le pouvoir, par l'État et par l'ordre racial. Donc c'est aussi un truc qui en tant que militant antiraciste, en tant que militant de gauche, peut être assez irritant de voir sans cesse qu'on est utilisé pour taper sur ceux qui devraient être nos frères et nos sœurs, noirs, arabes, musulmans, etc. Et donc c'est aussi l'une des motivations du militantisme pour beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire essayer d'offrir des outils pour dénouer un peu cette instrumentalisation massive qui est faite pour taper sur les autres minorités en se servant de nous, quoi. Oui. Et puis c'est aussi une des stratégies de la structure étatique israélienne d'instrumentaliser ça pour pouvoir aussi justifier leur propre action de génocide en Palestine. Totalement vas-y. Non, je t'en prie. Totalement, en fait, c'est il y a comment dire, je sais plus si c'est Herzl ou l'un des pères fondateurs du sionisme qui disait que le sionisme avait besoin de l'antisémitisme comme le vendeur de parapluie a besoin de la pluie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le projet sioniste c'est d'offrir, soi-disant, un état refuge pour les juifs, pour les préserver de l'antisémitisme du reste du monde, c'est évident que le fait que l'antisémitisme monte notamment et énormément à cause des actions de l'État israélien et le génocide, la colonisation, etc., ça favorise le projet sioniste, puisque ça va pousser les juifs à avoir le sentiment qu'ils ont besoin d'un état refuge, qu'ils ont besoin d'une protection, et à venir, le cas échéant, se réfugier en Israël. Donc il y a une espèce de comment dire, de ronde macabre eux-mêmes, dans une sorte de cercle, ils légitiment eux-mêmes par leur action leur propre existence, quoi. Et exactement, c'est-à-dire et c'est pour ça qu'on voit que l'État d'Israël a aucun problème avec des mouvements d'extrême droite qui sont historiquement antisémites, dès lors qu'ils soutiennent Israël. Parce qu'en réalité, il peut y avoir une espèce d'alliance de circonstances entre les antisémites et les sionistes sur le fait que les juifs en Israël et en fait moins en Europe, ça permet de taper sur les noirs, les arabes, etc. Et ça permet d'assurer le projet suprémaciste israélien en Palestine. Oui, surtout quand on voit aussi que l'État d'Israël s'en prend aussi aux personnes juives en Israël et ailleurs qui ne sont pas dans une position sioniste de défense de l'État d'Israël. Ouais, c'est clair que c'est un truc que la plupart des juifs antisionistes dans le monde connaissent. C'est beaucoup le cas en Allemagne notamment, qui est un État presque encore plus sioniste que la France. Mais où le peu de juifs antisionistes qu'il y a sur place se font particulièrement criminaliser, taper dessus, qualifiés de traîtres par leur communauté. Après, il faut toujours leur rappeler que ils sont quand même moins visés et moins en première ligne de toute la répression que les musulmans, les arabes, les noirs, les autres minorités raciales, et encore plus évidemment les Palestiniens qui sont, c'est évident de le rappeler, les victimes directes du sionisme. Ouais, complètement. Oui, enfin, moi, là-dessus, c'est un truc que je trouve important de souligner, c'est aussi que notre action et notre production en tant que collectif, c'est aussi de un peu recentrer sur les narratifs aussi de personnes, enfin des victimes directes du sionisme, aussi parce que c'est en lien de toute façon avec notre analyse de l'exceptionnalisation des juifs et de la mémoire juive, notamment
la Shoah, de l'histoire de l'antisémitisme européen, et donc de permettre aussi, en fait, l'existence d'autres discours, ou que ceux qui ont une histoire similaire puissent en fait pouvoir l'exprimer en fait. On avait fait il y a un an à peu près un colloque pour les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Ouais. Et on avait eu par exemple une intervention sur d'un membre du collectif Survie, je crois, c'est ça? C'est ça, ouais. Qui avait par exemple parlé du processus génocidaire au Rwanda, donc du génocide des Tutsis, et qui montrait en fait que là où par exemple le génocide juif des juifs est vraiment raconté comme le processus industriel extrêmement fin et abouti versus le génocide des Tutsis qui serait le génocide à la machette, qui en fait le génocide au Rwanda a été non seulement extrêmement efficace, c'est effroyable, mais voilà, mais surtout très préparé en fait, et très et qu'en fait légitimé aussi par des structures sur place avec la radio, oui, qui prêche, etc. Voilà, c'est ça. Par exemple, il parlait beaucoup il parlait de la radio, mais aussi en fait, par exemple, juste même cette figure de la machette qui est catastrophique, parce qu'en fait, la plupart des gens ont été assassinés par balle, et qu'une grande partie aussi du génocide des Juifs s'est fait par balle aussi. Donc on a les mêmes analyses avec le génocide arménien, et donc on a aussi vraiment cette idée de, en fait, comment dire, de permettre de sortir. Ouais, vas-y. Ouais, non, mais de permettre aux autres histoires, aux autres peuples survivants de génocide, en fait, d'adresser cette question, et pas du coup de faire, par exemple, ce qu'on entendrait souvent de la Shoah, l'événement le plus, le climax de l'épouvantable et de l'effroyable dans l'histoire, quoi. Oui, oui. Bah, surtout quand on voit aussi que les procédés, les techniques qui ont été mis en place lors de la Shoah étaient aussi des procédés qui étaient utilisés dans le contexte impérialiste et colonial, hein, sur les populations colonisées. Oui, absolument. Et en fait, c'est des fois des choses, qui en fait finalement sont pas si surprenantes. Mais par exemple, l'Allemagne nazie avait vraiment redessiné la carte de l'Europe avec des zones d'exclusion pour certaines minorités. Par exemple, les Slaves, hein, qui clairement le front de l'Est, c'est aussi vraiment le but était vraiment de massacrer le plus possible. Et cette fameuse zone espace vital, qui aujourd'hui, par exemple, cet argument de l'espace vital, sous un autre terme dont j'ai oublié le nom, en hébreu, il y a un peu la même image est revenue, par exemple, en Israël, alors notamment avec le Grand Israël, et du coup on va dire ce nouveau schéma de la carte du Moyen-Orient, avec et aussi avec le Liban, avec une partie de la Syrie, une partie de l'Égypte également. La Jordanie, une partie de l'Irak. Enfin voilà, ça va vraiment quasiment jusqu'en Irak. Et du coup aussi, cette notion. Alors je sais pas si tu l'as, Ellie. Non, j'ai pas le truc en tête, mais c'est vrai que nous, ce qui nous est semblé essentiel dans ce colloque, c'est vraiment de réinscrire le génocide des Juifs dans la longue histoire des crimes coloniaux. Et donc, qui va depuis l'extermination de tous les natifs américains, quoi, ou en Australie d'ailleurs, enfin partout il y a eu en passant par les massacres des héros en Namibie par l'Allemagne, par tous les massacres coloniaux, évidemment les Arméniens, mais également c'est un génocide qui est totalement inconnu, mais le génocide des Circassiens par l'Empire russe au 19e siècle, donc dans le Caucase. Et montrer comment c'est aussi des crimes qui sont le produit d'un colonialisme plus large,
du colonialisme européen et de la suprématie blanche de manière générale. Ouais. Et comme le disait Mathis, arrêter de faire de la Shoah une espèce d'événement unique qui était jamais arrivé avant, qui n'arrivera plus jamais après, et montrer qu'il y a des continuités dans tous ces crimes, même s'ils ont chacun leur singularité et leur spécificité. Mais autant les génocides des Roms, des Circassiens, des natifs américains que des Juifs, en fait. Ouais. Oui, mais d'ailleurs, la question du Porajmos, donc du génocide des Roms, elle est assez cruciale pour nous parce que c'est un génocide qui s'est déroulé concomitamment à la Shoah, qui s'est déroulé dans les mêmes endroits en plus. Et donc, on est en lien avec des organisations Roms comme la Voix des Roms. Dont on entend assez peu parler d'ailleurs. Oui, dont on entend assez peu parler et qui, par exemple, eux ont été cet été à Auschwitz-Birkenau commémorer leur massacre, leur génocide. Et en fait, on a 2 camarades de Tzedek qui les ont accompagnés. Et ce qui a été constaté, c'était vraiment... Bon, déjà, quand ils sont arrivés dans le camp, il y avait une délégation de Tzal, donc de l'armée israélienne, des drapeaux israéliens absolument partout, donc c'est absolument effroyable. Et surtout qu'en fait, du coup, on va dire la commémoration de ce qui est arrivé aux Roms est extrêmement marginalisée. Et que d'ailleurs, on voit que alors que les auteurs de ces massacres sont les mêmes personnes, c'est-à-dire les nazis, et que le processus a été sur certains points très similaires jusqu'à carrément le même endroit et la même époque. Par contre, les Roms n'ont pas eu du tout ce destin mémoriel qu'ont eu les Juifs, quoi. Alors aussi parce que eux ne demanderont jamais d'État-nation. Mais pas que aussi, c'est que eux par contre sont restés vraiment extrêmement altérisés, quoi. Oui, il y a énormément de racisme anti-rom, anti-tzigane, etc. C'est encore qui est extrêmement mais qui est extrêmement normalisé avec les aires d'accueil on avait une camarade qui est de la communauté gitane qui disait que quand elle était petite, en général, quand il cherchait l'aire d'accueil, il cherchait d'abord, par exemple, où était la déchetterie ou la station d'épuration, qu'en général, ça manquait pas souvent, c'était à côté. Où il y a des conditions d'accès aux sanitaires qui sont très, très compliquées. Et donc, et que oui, c'est un racisme qui est extrêmement courant, extrêmement banalisé et très peu. Il y a des villages où il y a des écriteaux pour interdire le stationnement de camping-car ou de caravane, enfin des trucs. Du coup, est-ce que je sais que c'est pas dans les questions que je vous avais proposées, mais Pas de souci. est-ce que quelle analyse est-ce que vous faites sur pourquoi il y a cette telle instrumentalisation, cette telle exceptionnalité qui est faite de la Shoah par rapport à d'autres génocides et notamment le génocide des Roms, mais aussi sur le Rwanda, sur les crimes coloniaux, sur même par les nazis, sur les personnes LGBT, les personnes handicapées, etc. Quelle analyse est-ce que vous faites de cette exceptionnalité ? En fait, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une espèce de manière pour la plupart des pays européens et occidentaux qui avaient participé à la Shoah de faire des nazis des monstres et de faire que cette monstruosité devienne d'une certaine manière extérieure à eux-mêmes. Alors qu'il y a une forme de collaboration de tous les pays européens à l'extermination, c'est les nazis qui ont fait ça, et ce qui permet un peu de passer sous silence la collaboration. Bon, en France, il y a le cas évident du général de Gaulle qui dit que toute la France a été résistante, etc. Et donc, les nazis sont devenus une espèce de figure du mal absolu. Mais presque, excuse-moi, quand bien même, il y a de nombreuses figures du nazisme, ou soldats, ou scientifiques, etc., qui ont après été embauchés par différents gouvernements, par différentes entreprises, etc., après la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, non, mais en Allemagne, c'est... Dans le contexte de guerre froide, et que la Shoah aurait été impossible
sans la participation, je sais pas, des fonctionnaires français Ouais. pour organiser les rafles, je sais pas, des cheminots polonais pour amener les trains jusqu'au centre de mise à mort, des gardes ukrainiens ou baltes, etc., pour garder les camps, etc. Enfin, donc c'est vraiment une forme de coproduction européenne. Mhm. Et donc, le fait de faire des nazis une espèce de monstruosité presque en dehors de l'histoire, presque un principe du mal éternel Mal transcendant absolu, ouais. qui s'est abattu. Ça a permis justement de dépolitiser d'une certaine manière cet événement, de faire, comment dire, de ne pas avoir à penser comment un certain nombre de crimes, de dynamiques, de tendances avaient pu préparer ça, donc notamment toute la question de l'impérialisme, du colonialisme, des massacres coloniaux, du racisme évidemment, et comment tout un certain nombre de structures qui avaient donné lieu à ce massacre pouvaient persister après la guerre. Donc on a fait de l'achat cet événement unique, dépolitisé, pour ne pas avoir à se poser la question de ce qui pouvait en demeurer par la suite. Et parallèlement à ça, l'antisémitisme est devenu d'une certaine manière le mauvais racisme, le racisme sur lequel tout le monde devait prendre position. Et bon, en soi, c'est très bien que l'antisémitisme soit devenu quelque chose d'absolument tabou. Mais c'est aussi une manière de penser ce qu'est l'antisémitisme, qui est aussi une manière dépolitisante et qui conduit à le séparer des autres racismes, avec tous les effets délétères qu'on a décrits de à la fois produire du deux poids deux mesures, puisque la France et les autres pays européens continuent à être racistes vis-à-vis des Noirs, des Arabes, des migrants, des Roms, etc. Donc ça produit aussi du ressentiment en retour contre les Juifs, et tout ça s'articule avec la question d'Israël, qui a été aussi une espèce de transcription géopolitique de ce principe-là, c'est-à-dire de la même manière que les Juifs vont être séparés des autres minorités raciales qui avaient été persécutées pendant des siècles, Israël devient le bras armé de la suprématie blanche au Moyen-Orient et va être totalement intégré à l'ordre impérialiste dominant, quoi. Alors, je pense qu'il faut noter quand même que ce processus d'exceptionnalisation, il n'est pas complètement postérieur à la Shoah. Dans le cadre français, c'est un travail de longue haleine. Par exemple, dans les territoires coloniaux, avec les décrets Crémieux, c'est vers 1870. Qui en fait donne accès, par exemple, aux Juifs d'Algérie à la nationalité française. Et donc il y a déjà eu en fait un premier, des premières utilisations et finalement d'ailleurs pièges tendus à la communauté juive de les séparer, d'extraire les juifs du reste des autres communautés soumises à la suprématie blanche. Et je pense aussi que la question de l'utilisation, enfin de l'exceptionnalisation des juifs a permis de laver vraiment une grande partie des crimes européens sur le sol européen, par exemple, bon, ça c'est l'un des derniers trucs qui a beaucoup fait parler, mais avec Sophie Bessis qui a sorti son livre sur la notion de judéo-chrétien, et en quoi c'est une imposture historique et un contresens conceptuel total. Et qu'en fait des mouvements comme ça, en fait, d'intégration des Juifs dans la société occidentale européenne, ce qui n'avait en fait pas été le cas globalement, genre à part récemment, ça n'était absolument pas le cas. Il y avait des phénomènes de ghettoisation très très importants en Europe, notamment en Europe de l'Est, et que sinon, après, les séfarades, par exemple, ne vivaient pas avant les décolonisations, ne vivaient pas vraiment dans le cœur de l'empire, quoi. Ces notions-là ont permis, oui, je pense,
et ces mouvements-là, l'adhésion au sionisme également, de se laver, on va dire, de sa culpabilité et de sa aussi réinscrire comme, on va dire, universalisme, les valeurs occidentales, et dans un autre mouvement, vraiment exclure complètement l'islam de l'histoire européenne et des populations européennes. Il y a des pays en Europe qui sont majoritairement musulmans d'ailleurs, et vraiment complètement exclure voilà la culture et les liens culturels de l'Europe avec l'islam et les apports de l'islam Ouais. à la culture européenne. Donc en gros, c'est une manière de racheter ces crimes de collaboration ou de participation à la Shoah, mais sans trop non plus les réintégrer complètement, puisque le fait de pousser aussi, d'avoir des gouvernements qui poussent le projet d'un État d'Israël, c'est aussi une manière de dire que oui, on a collaboré, on va pas vous réintégrer, on va vous envoyer ailleurs, quoi. En fait, pour moi c'est plus une notion en fait de réagencement, Ouais. parce que l'Europe est complètement après la Seconde Guerre mondiale est occupée à certains endroits par différentes puissances. L'Allemagne est coupée, je crois, en quatre globalement. Enfin, donc déjà il y a en fait un réagencement géopolitique général. Il y a aussi vraiment du coup les puissances qui ont vraiment gagné la guerre et vraiment inscrit définitivement la guerre froide, l'Union soviétique et les États-Unis, qui du coup ça a son rôle à jouer. Et donc aussi vraiment clairement le déclin des empires coloniaux, même s'ils restent quand même très puissants. Et donc la nécessité, par exemple, de garder une mainmise sur la région, avec donc la question de l'État d'Israël, même si c'est un projet qui est plus vieux que ça et qui émane des Juifs. Pour moi, ça répond à des besoins aussi de maintien de l'impérialisme de l'Occident et du camp de l'Ouest, entre guillemets, du camp libéral. D'accord. Mais il y a quand même une dimension aussi de quoi faire des réfugiés après la Shoah, après la Seconde Guerre mondiale, notamment de tous les Juifs qui vivaient en Europe de l'Est, quoi, et qui avaient été les premiers à avoir été massacrés. Et notamment, la plupart des États occidentaux ne voulaient pas les récupérer, et notamment les États-Unis, l'Angleterre, la France, etc. Et donc, ils sont restés dans des camps de transit un certain temps avant d'être envoyés en Israël, qui était aussi un endroit bien pratique pour s'en débarrasser, alors que certains n'étaient pas forcément chauds pour y aller à la base, quoi. Mais donc il y a évidemment des motivations d'ordre géopolitique, un peu de contrôle de la région. Il y a des choses de l'ordre de la gestion des populations, et puis cet enjeu un peu idéologique de comment dealer avec la culpabilité, comment restaurer une forme de sentiment de supériorité morale, parce que c'est quand même quelque chose qui revient beaucoup dans le discours de suprémaciste aujourd'hui, c'est-à-dire, bon, certes, on a commis la Shoah, mais nous, notre supériorité morale, c'est qu'on est capable de reconnaître les crimes qu'on a commis, uniquement la Shoah quand même, parce qu'il ne faudrait pas étendre le reste, ça aux crimes coloniaux, notamment. Mais voilà, donc c'est un peu l'entremêlement de ces différents enjeux qui explique le soutien occidental à Israël. Oui, non, mais je pense que c'est, enfin, dans cette question de l'enjeu idéologique, il y a aussi vraiment pas que la question de la culpabilité, mais aussi vraiment de la légitimité à intervenir ailleurs et à en fait exercer sa puissance et son pouvoir ailleurs. Et ça a continué à servir. Le Venezuela en est un excellent exemple. La politique du We Will Prevail en Irak en est un excellent exemple. Enfin, ça a servi vraiment au camp occidental, vraiment aussi cet enjeu idéologique-là. Pour moi, je le ressens aussi vraiment comme une idée de réinscrire sa légitimité, en fait, de gouverner le monde, en fait. Oui, de camp impérial, quoi. Ouais. Oui, voilà. Ok.
Du coup, merci d'avoir répondu à la question que tu m'as prévue. C'est super intéressant. On va revenir un peu sur la route, si vous le voulez bien. On va parler de vos actions concrètes. Donc, sur le terrain, comment est-ce que vous militez sur quel terrain au pluriel aussi et à quelle lutte précise est-ce que vous prenez part vous avez parlé tout à l'heure de la question des luttes antiracistes en général. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu où est-ce que vous militez? Ouais, alors c'est vrai qu'on est avant tout un collectif antiraciste et nous on considère qu'on est antisioniste parce qu'on est antiraciste et que le sionisme est une forme de racisme et de suprémacisme. Colonialisme. Exactement. Et donc bon, c'est vrai qu'avec le génocide en Palestine, depuis 2 ans, l'essentiel de notre énergie militante a consisté à participer au mouvement de solidarité avec la Palestine. Donc c'était aussi bien évidemment des manifs, des actions, etc., que de la production théorique sur ces questions-là, que de l'organisation d'événements, des émissions, participer, enfin intervenir dans l'espace public pour peu qu'on nous donne la parole, ce qui est pas toujours facile. Mais voilà, donc ça a été quand même une part très importante de notre travail depuis 2 ans. Voilà, pour des raisons liées à l'actualité. Et puis, comme il y a cette instrumentalisation massive qui est faite de la question de la lutte contre l'antisémitisme par l'État français, par la droite, par l'extrême droite, et une partie de la gauche, de la gauche avec des guillemets. Oui. Ouais, c'est ça. On se comprend. Donc, utilisation de l'action de l'antisémitisme pour en gros taper sur les minorités et la gauche, la vraie gauche cette fois. On a été amené à beaucoup tenir des discours aussi sur cette question-là pour essayer d'aider notre camp à penser tout ça, parce que c'est vrai que c'est souvent très embrouillé, souvent très confus, et c'est fait pour, en fait, c'est aussi fait pour pétrifier, comme personne n'a envie d'être traité de raciste, d'être traité d'antisémite. Quand on te traite d'antisémite, c'est un peu c'est un peu un problème, etc. Exactement, et c'est fait pour. Et donc, essayer de comprendre ce qui se joue dans tout ça, comment, par exemple, un vrai problème auquel on a été confronté depuis 2 ans, c'est il y a toute une partie de la gauche qui est quand même très sur une lecture en termes d'écoute et de respect de la parole des premiers concernés. C'est un principe qui est présent dans plein de luttes à gauche, etc. Mais vu qu'il y a aussi des concernés qui racontent n'importe quoi. Bon. Et dans le cas des Juifs spécifiquement, comme la majorité des Juifs, ça ne peut pas fonctionner. C'est là où singulièrement ça pose un problème, parce que si la majorité des Juifs se sentent vivent comme une agression antisémite, quelqu'un qui dit de la mer au Jourdain ou un caissier ou etc. Ou sioniste hors de nos facs, comment tu penses ça? Comment est-ce que tu fais face à cette parole des concernés? Donc voilà, on a essayé de produire des outils pour essayer de penser tout ça et aider notre camp à faire face à ce raz-de-marée d'accusations d'antisémitisme. Oui, c'est un contre-discours que vous proposez aussi à la gauche pour qu'ils puissent lutter contre cette instrumentalisation-là. Ouais. Oui, et puis en fait, du coup, on a aussi un peu une vision un peu stratégique là-dessus de nos propos et enfin d'ailleurs qui émanent aussi du champ décolonial plus en général. Donc c'est-à-dire que par exemple, il y a de l'investissement dans des coordinations des coalitions. À Paris, par exemple, il y a un fort investissement dans la coordination féministe, justement pour pouvoir apporter ces discours critiques et aussi en général élargir on va dire l'action de la coordination féministe aussi aux questions antiracistes. Oui, et excuse-moi de te couper. Vous avez aussi je suis pas sûr si c'est relié à Tzedek directement, mais il y a le collectif Kessem. Il me semble que c'est ça, non? C'est des gens où on se connaît, mais c'est un autre collectif. Okay. C'est plus des camarades, mais c'est pas nous. Okay. Oui, voilà. Ok. C'est plus de on va dire de
du médiatique, c'est plus là-dessus qui sont. Ok, d'accord, ok. Autant Mais pour après, moi, je te laisse après, c'est des gens qui sont aussi investis dans d'autres, On est proche sur d'elle, le il n'y a terrain pas de aussi. souci. Là, Oui, non, vraiment, voilà, il n'y a pas je du t'ai tout. pas dit que c'était Golem. je serais ravi de les accueillir aussi, mais si c'est pas vous, parce que j'avais un doute. C'est juste ça. Non. c'est pas nous. Non. Mais oui, du coup, en fait, par exemple, il y a un travail qui est fait, notamment avec aussi aux côtés d'Urgence Palestine. Ils sont Mhm. aussi vraiment nos camarades au sein de la coordination féministe, aussi sur la question qui est vraiment d'ailleurs un de nos positionnements centraux, qui est la question de l'antiracisme moral versus l'antiracisme politique, Mhm. et du coup de réinscrire la conceptualisation de l'antiracisme dans la politique et non plus dans justement la morale qui en fait ne peut pas fonctionner dans le cas des juifs, comme l'a très bien dit Ellie, et comme c'est expliqué régulièrement dans notre production. Donc il y a il y a vraiment aussi une vision un peu stratégique de de diffusion dans d'autres champs. Et puis il y a aussi en fait une forme de légitimation on va dire de de tremplin donné en fait aussi à au discours critique du champ antiraciste et décolonial, parce que bon, aussi antisionistes soyons-nous, on reste juif, donc globalement avec une parole quand même plus écoutée et exceptionnalisée que celle de d'autres racisés, et donc certains collectifs, par exemple, plutôt composés de personnes musulmanes, d'arabes, vont souvent se faire bâcher pour des discours qu'on a pu tenir aussi, et notamment sur la question notamment sur la question de l'antisémitisme. Et donc c'est notre stratégie, c'est aussi limite c'est une stratégie du token, c'est pas bien de dire ça, mais c'est aussi d'utiliser on va dire notre place et la valeur de notre parole qui est donnée à notre parole pour aussi apporter ce discours critique-là du champ décolonial et antiraciste. Ouais, mettre un petit peu de lumière sur d'autres discours qui sont portés pas par vous, mais auxquels vous adhérez. C'est ça. Oui, Moi, on a pu même utiliser. Oui. Un exemple assez frappant de ça que moi j'aime bien rappeler, c'est Mediapart, par exemple. Bon, ils nous donnent pas souvent la parole, mais ils nous ont quand même donné à 2-3 reprises la parole. Mais en 2 ans de génocide, ils ont fait je sais pas combien d'articles sur la solitude des juifs de gauche face à l'antisémitisme. Ils ont jamais donné la parole à l'urgence Palestine. C'est quand même, si tu réfléchis un peu. Alors que l'urgence Palestine, c'est la principale orga qui anime la mobilisation du mouvement pro-palestinien, qui est animé par des personnes palestiniennes, etc. Donc c'est là aussi où tu vois cette exceptionnalisation des juifs. Donc si nous, quand évidemment le mieux ce serait que Mediapart se décide enfin à donner la parole à l'urgence Palestine, mais si ça doit passer par nous aussi pour que la question de la critique radicale du colonialisme israélien et de la dénonciation du génocide passe par là, bah c'est aussi malheureusement parfois à ça que peut servir le fait qu'on ait une position plus favorisée, quoi. Ok. Oui, c'était ça que je voulais exprimer. D'accord. Mais et sinon, peut-être pour compléter aussi. Oui, vas-y, je t'en prie, pour compléter. Tu nous dis si on tunnel trop. Non, c'est avec plaisir que je vous laisse tunneler, vraiment. Mais donc, il y a, comme le disait Mathis, il y a la question des luttes féministes où il y a eu beaucoup de tentatives d'organisationnistes de pousser leur agenda en notamment centrant sur la question du viol des femmes juives lors des attaques du 7 octobre, etc. Il y a une espèce de tentative d'entrine des sionistes. Donc là, c'est aussi notre rôle d'agir pour essayer de contrer ça et de donner des armes aussi. Enfin, le féminisme, c'est aussi un champ de lutte, quoi, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que il y a aussi d'autres coordinations dans lesquelles on travaille, notamment là, enfin, on l'a vu avec ce début d'année totalement
dingue qu'on est en train de vivre, mais la question de l'impérialisme est de plus en plus centrale et de plus en plus importante. Ouais. Donc nous, on participe à une coalition qui s'appelle Guerre à la guerre avec d'autres organes. Et je pense que la question de l'impérialisme, de manière générale, va devenir de plus en plus centrale dans les mois et les années à venir. Ouais, Donc c'est aussi important évident, ouais. d'essayer de faire renaître un mouvement anti-impérialiste, aussi en se servant, parce que c'est souvent un argument que les sionistes renvoient aux anti-sionistes. Oui, vous mobilisez pour la Palestine, vous mobilisez pas pour je sais pas, le Soudan ou le Congo, etc. Ouais. Et c'est vrai, mais de la même, ou qu'il y a c'est des causes qui sont beaucoup moins mises en avant. Mais la réalité, c'est que de la même manière que dans les années 70, le Vietnam et l'importance que ça a eu pour plein de personnes à travers le monde a permis de mettre en lumière des combats anticolonialistes et anti-impérialistes de manière plus générale. Là, la Palestine, ça doit aussi, mais évidemment, il y a une urgence à agir par rapport au génocide en Palestine, mais ça peut aussi permettre de mettre en lumière d'autres luttes tout aussi essentielles. Oui, c'est un symbole plus grand aussi. Exactement. Et donc, c'est important de pouvoir essayer de s'appuyer sur le mouvement qui y a eu en solidarité avec la Palestine pour élargir la question à l'intégralité des crimes impérialistes et du colonialisme dans le monde. D'autant plus qu'on voit que... excuse-moi, je te rends la parole juste après, Mathis. D'autant plus qu'on voit aussi que là, ce qui s'est passé récemment avec le Venezuela, le monde entier avait les yeux rivés sur le pays sud-américain. Et pendant ce temps même, Israël en profitait aussi pour mener des attaques, continuer, accentuer les attaques malgré le cessez-le-feu. Donc c'est aussi ça, quoi. Donc, je t'en prie, Mathis. Pas de souci. Mais en fait, la question de l'antimilitarisme et de l'anti-impérialisme, donc notamment de l'action au sein de Guerre à la guerre, en fait, elle est absolument cruciale. Par exemple, dans le cas de la France, on est un des plus grands vendeurs d'armes du monde. Et que donc, par exemple, lors du salon du Bourget, qui est vraiment le salon de l'armement et de l'aviation militaire en France, je crois que même au niveau mondial, c'est un truc gigantesque. Ça ne peut pas se réduire que à Israël et à la Palestine. Et en effet, prendre pour exemple Israël est crucial parce que c'est quelque chose qui se déroule en ce moment. Mais par exemple, ça a touché du coup de très près la question du Congo et du Soudan, parce que par exemple la France est un partenaire par exemple de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, qui entretiennent la catastrophe qui est en train de se passer au Soudan, de même que la question des armes et tout. En fait, on finit par se retrouver dans des groupes qui commettent des crimes contre l'humanité au Congo, et que d'ailleurs certains même ça s'entretient tout seul, c'est-à-dire que certaines ressources qui sont extraites servent après à la production d'armes technologiques, etc. Parce que la question du coltan qu'il y a dans les bigots, ça fonctionne aussi pour l'outil militaire. Et en fait, et donc en fait, fatalement, on en revient à de toute façon de devoir traiter ça, et de toute façon par la lutte pro-palestinienne antisioniste, on en revient à toucher à d'autres à d'autres événements et d'autres je vois. À d'autres combats. Et puis peut-être pour continuer à tunnel, mais c'est vrai que comme on parle non-stop d'antisémitisme, donc c'est important de donner des outils à notre camp pour essayer de comprendre ce qui se joue, la manière dont c'est instrumentalisé contre lui, etc. Mais c'est aussi important de prendre la place exceptionnelle qui nous est donnée pour parler des autres racismes. Et notamment, aujourd'hui en France, on considère que le racisme qui est le plus mis en avant, c'est pas forcément celui qui est le plus intense, parce que par exemple le niveau de homophobie en France est hors limite, quoi. Mais c'est pas ce racisme-là qui va être constamment mobilisé
sur tous les plateaux télé pour faire une espèce de jonction de tous les racistes. C'est évidemment la question de l'islamophobie. Et donc, c'est aussi important, à nos yeux, c'est aussi une ligne de front essentielle, la question de l'islamophobie, la question de la négrophobie aussi. Enfin, mais donc de participer aussi au combat de manière plus générale contre l'islamophobie, contre les expulsions d'imams, quand il y a eu l'assassinat d'Aboubacar Cissé à la mosquée de la Grande Motte, je crois, pardon, j'ai un trou de mémoire, quelques semaines après que Retailleau a gueulé à bas le voile dans un meeting. Évidemment, c'est aussi dans ce genre de moment-là où on va prendre position, on va essayer de solutions d'associations, d'orgas aussi. Et évidemment. Alors, il y a eu la dissolution du CFCM, pas du CFCM, pardon, du CCIF, il y a quelques années. Là, les orgas qui sont fait dissoudre dernièrement, c'est plus des orgas en lien avec la Palestine. Donc, tentative de dissolution du pays. Il y a collectif Palestine vaincra à Toulouse aussi qui s'est fait dissoudre malheureusement. Je crois, mais en tout cas, voilà, c'est aussi à ce combat-là qu'on essaie de participer au combat pour les migrants aussi, évidemment, parce que il y a quand même des enjeux centraux là-dessus. On avait reçu la marche des solidarités dans un des événements qu'on avait organisé au printemps dernier. Enfin, tout ça, c'est des enjeux centraux de la période. Et la question des violences policières, qui est évidemment une question centrale, qui d'ailleurs est en continuité avec ce qu'évoquait Mathis sur l'armement, parce que au Salon du Bourget, ça vend aussi bien des Rafales que des LBD en réalité. Il y a une vraie continuité qu'il faut penser entre tout ça. Mais là, il y a encore eu un assassinat policier ces derniers jours, et c'est vrai que on doit aussi être présent dans ces luttes. C'est essentiel. C'est aussi, si je me trompe, parce que je n'ai lu que la couverture de votre livre, du coup, Lutter en rupture, lutter en solidarité, qui sort le 6 février. Au titre, en tout cas, c'est un petit peu aussi ce dont vous parlez, quoi, de cette solidarité, de faire front ensemble. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce livre, même s'il n'est pas encore sorti? C'est-à-dire que je peux faire comme ces journalistes de plateau qui parlent d'un livre qu'ils n'ont pas lu. T'as commencé en nous demandant comment on allait, donc on a tout de suite cru face à Léa Salamé, tu vois, c'est logique. Et où trouvez-vous toute cette énergie? C'est ça. Ce livre, voilà, donc il paraît le 6 février. Il sort chez un éditeur toulousain qui est vraiment une super maison d'édition, qui s'appelle Premier Matin de Novembre, qui ont publié dernièrement des écrits de Georges Habache, donc fondateur du FPLP, de Amilcar Cabral, grande figure du panafricanisme et de l'indépendance de Guinée-Bissau, et la biographie d'Assata Shakur, donc grande figure des luttes afro-états-uniennes, et aussi mère de Tupac pour accessoirement Black Panther. Accessoirement. Mais donc voilà, on publie ce livre bientôt chez eux, et c'est un livre qui est c'est un court livre qui essaye de faire le bilan de nos 2 ans de lutte. Donc en gros, il est organisé un peu en 3 parties. La première qui s'appelle Héritage antiraciste, ça essaye de faire une petite histoire à la fois des mouvements antiracistes en France de ces dernières décennies et du mouvement pro-palestinien, parce qu'il y a eu des évolutions importantes dans ces 2 champs, dont Tzedek est aussi, on est les héritiers d'une certaine manière, donc avec ce que disait Mathis tout à l'heure, le combat contre l'antiracisme moral incarné par SOS Racisme, etc., qui a totalement capté le combat antiraciste et l'a détourné pour le neutraliser, et qui est donc quelque chose qui a été très contesté à partir des années 2000. Et dans le mouvement de solidarité avec la Palestine, il y a eu toute une forme pas d'essoufflement, mais d'effacement des combats pro-palestiniens, avec notamment la gauche qui s'est massivement désinvestie de ce combat dans les années 2010 notamment. Mais même la droite, parce que si on pense aux positions historiques de la droite française, qui sont évidemment pas des camps qui ont notre sympathie, mais
un Chirac, il n'avait pas la position sur la Palestine qu'a les Républicains aujourd'hui, quoi. Bah, ça se voit aussi sur quelqu'un comme De Villepin aujourd'hui, hein, qui a une position qui est plus proche de ce qu'était la droite aussi à l'époque, enfin en tout cas la droite qui est une droite conservatrice mais républicaine entre guillemets. C'est ça, parce qu'il n'y avait pas cet alignement complet sur l'Atlantisme. Mais donc il y a eu une vraie évolution autour de la question en Palestine en France ces dernières décennies. Donc dans la première partie, on essaie de revenir un peu là-dessus. Essayer de penser aussi le rôle qu'ont pu jouer Soral et Dieudonné dans toutes ces dynamiques, avec notamment pendant le mandat Hollande, cette espèce de duo terrible entre Valls d'un côté et Dieudonné de l'autre, où du coup, je pense beaucoup à gauche ont été en mode ça a donné beaucoup de force à l'argument mobilisé par les sionistes que les antisionistes étaient antisémites, puisque Soral et Dieudonné ont incarné ça d'une certaine manière, l'instrumentalisation de la question palestinienne pour faire avancer un agenda réellement antisémite dans leur cas. Donc voilà, la première partie, ça revient un peu sur cette histoire-là. La deuxième partie, c'est plus une analyse, une présentation de nos analyses, de comment on analyse le projet sioniste. Bon, c'est pas nos analyses spécifiques à nous là-dessus, parce que voilà, c'est partagé par la plupart des acteurs du mouvement Solidarité avec la Palestine. Une réflexion aussi sur ce qu'on a essayé de détailler avec Mathis au cours de ce live, mais sur l'exceptionnalisation des juifs, que nous on appelle le philosémitisme, c'est-à-dire cette manière de mettre les juifs à part des autres minorités, etc. Comment essayer de penser une manière de lutter contre l'antisémitisme qui soit pas juste ce qu'on appelle nous la chasse aux tropes, c'est-à-dire il y a une peluche en forme de pieuvre derrière Greta Thunberg, c'est un symbole antisémite parce que depuis le Moyen-Âge, la pieuvre au camp des juifs, qui est vraiment pas une bonne manière de lutter contre l'antisémitisme à nos yeux, aller chercher les symboles qui se cachent derrière les trucs. Et c'est très dépolitisant en plus à nos yeux de faire ça. Et une dernière partie qui est plus sur des perspectives stratégiques, donc avec qui on essaie de lutter, avec qui on essaie de rompre. Est-ce qu'on essaie comment on se positionne vis-à-vis de la gauche blanche, comment on se positionne vis-à-vis des juifs, et comment essayer un peu de penser des perspectives dans le futur proche, quoi. C'est un peu comme ça qu'est construit le livre. Ok. Bon, ça a l'air super intéressant. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Mathis, là-dessus? Non, c'est juste sur moi, ce serait un point que sur Dieudonné et Soral qui clairement ont fait un mal considérable à notre position et aux positions anti-racistes, parce qu'à la fois ils ont en fait perverti un propos et donc en fait désengagé en fait sur le terrain et en plus du coup alors je pense que ça c'était pas tellement forcément quelque chose qu'ils avaient en tête stratégiquement, même si ça a été l'effet qu'ils en ont joué ensuite, mais en plus ont permis vraiment de donner les moyens d'entretenir en fait cette répression vis-à-vis du propos sur le sionisme, l'antisionisme et la critique globale même des positions majoritaires dans la communauté juive. Et donc en fait ont vraiment été des arguments et des outils de répression extrêmement efficaces. Et oui, je pense qu'en France, il y a vraiment dans le discours médiatique, eux ont vraiment pu incarner vraiment, je pense, un tournant définitif vers une orientation médiatique clairement philosémite. Je pense que ça a été clairement, enfin, moi je pense que c'est un clou dans le cercueil, quoi. Et c'est important de nommer, de parler de ces figures-là, puisque c'est vraiment quelque chose
qui nous est, alors du coup pas tellement à nous, mais qui est extrêmement souvent reproché au champ des coloniales, qui est pourtant extrêmement clair hein, sur le rapport avec avec Soral et avec Dieudonné et ouais. Et aussi qui du coup en fait finit par c'est cette perversion de ce discours-là en fait elle affaiblit aussi dans notre camp, même si aujourd'hui je pense que c'est clairement de l'ordre du passé, mais elle peut affaiblir dans notre camp des gens qui seraient pas forcément formés et qui pourraient avoir ces choses-là en tête. Même si vraiment je pense que ça c'est plutôt passé comme séquence, mais ouais, enfin c'est des figures qui sont intéressantes puisque vraiment qui ont eu un gros impact. Ouais, et puis vraiment vraiment leur stratégie de pourrissement a été vraiment très 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 fine et très maligne. Quoi. Ouais. Et puis ça se voit encore toujours, je veux dire aujourd'hui, je veux dire Soral et Dieudonné n'ont pas complètement disparu, Valls encore moins, et il y a toujours un petit peu cet affrontement, alors que par exemple la position de Valls a été aujourd'hui est quasiment partagée par l'ensemble du spectre médiatique, quoi. Donc oui, ben en fait pour moi moi je veux dire dans le champ des colonels je n'ai jamais observé vraiment de traces de discours soralien. Moi c'est un truc que je n'ai jamais auquel je n'ai jamais assisté, que je n'ai jamais expérimenté. Mais donc moi j'ai plutôt le sentiment que c'est plutôt passé comme séquence, mais que par contre, en tant qu'outil de répression et on va dire de discrédit de l'antisionisme, ça par contre c'est encore extrêmement actuel quoi. Enfin, je veux dire par exemple, alors je sais plus si c'était un texte de Golem ou de JJR qui même eux prennent sont censés être les JJR révolutionnaires, voilà, mais prennent vraiment ce discours médiatique là et par exemple vont notamment accuser l'UJFP d'être dans un processus de mue soralienne et dans des textes encore récents, qui ont quelques mois, ils accusent vraiment un prétendu une prétendue pensée soralienne à l'intérieur même de juifs antisionistes quoi. Donc c'est presque un traumatisme. L'existence de Soral a presque causé un traumatisme chez beaucoup de gens, et de le voir un petit peu partout là où il n'est pas. Donc, ouais. Moi, j'aurais peut-être une nuance avec Mathis sur ce point. Moi, je pense que notamment, et c'est logique en réalité, mais notamment depuis 2 ans, il y a quand même un revival, je pense, de Soral et Dieudonné ils n'ont pas disparu sur Internet. Ils n'ont pas disparu, je suis d'accord avec toi là-dessus. On voit que leurs vidéos continuent à faire beaucoup de vues. Et en réalité, c'est logique parce que, comment dire, de ce qu'on essaie de ressaisir dans le bouquin aussi, c'est la manière dont le succès de Soral et Dieudonné s'explique par un certain nombre de facteurs, certains qui sont un peu conjoncturels, du type, c'est les premiers à avoir réellement pris la mesure d'Internet, faire des formats adaptés, etc. Mais c'est aussi, ils ont pu surfer sur le fait que la gauche majoritaire à l'époque c'était le Parti socialiste, et donc le fait qu'il y avait pas encore une force de gauche un peu plus un peu moins détestable que le PS comme l'est aujourd'hui la France insoumise, et donc c'est aussi parce que je pense des gens qui étaient très frustrés du système de fausse alternance entre PS et la droite quoi. Ils avaient besoin de discours contestataires, et eux ils étaient présents sur Internet, ils ont un peu pu surfer sur ça, et je pense qu'il y a des gens qui se sont politisés en cherchant une critique anti-système quoi, et ils sont tombés sur Soral et Dieudonné, et ça a un peu détourné des énergies d'endroits plus intéressants où elles auraient pu aller, et je pense que c'est un risque qui existe toujours aujourd'hui, notamment parce que il y a énormément de gens qui sont profondément indignés et révoltés par le fait de voir depuis 2 ans des Palestiniens se faire massacrer et tous les médias dire que c'est très bien quoi, parce que un juif qui meurt c'est un drame, et 10 000 Palestiniens qui meurent c'est des terroristes. Enfin, je pense que ça indigne légitimement beaucoup de monde,
Et je pense que Soral et Dieudonné, ils peuvent surfer là-dessus. Après, là, comme le disait Mathis, là où je pense il y a de gros. Je sais pas si c'est un grand acquis, mais en tout cas, le mouvement antiraciste et le mouvement de solidarité avec la Palestine, il est ultra clean là-dessus. Et c'est aussi parce que c'est aussi si nous on arrive, je dis nous en tant qu'organe antiraciste et propal, mais si nous on arrive à tenir la ligne, à essayer de politiser les gens, à essayer de dénouer justement tous les fils là, que on pourra lutter contre les devenirs soraliens quoi, de cette indignation quoi. Ouais. C'est vrai que pour revenir un petit peu sur Soral et tout, même si on en fait aussi beaucoup par rapport à l'influence qu'il a, c'est vrai que j'ai l'impression aussi qu'il y a une nouvelle génération qui ne connaît pas vraiment, en fait, aussi, et qui tombe dans ses discours, aussi un petit peu avec son côté misogyne, qui marche aussi, vu qu'on voit une grosse resurgence aussi de tout ce qui est masculinisme, etc. Je pense que ça peut aussi marcher là-dessus, mais voilà quoi. Oui, mais je parlais vraiment spécifiquement dans la question, dans les milieux antiracistes, anti-impérialistes et tout. Moi, j'ai jamais vu non plus de soralisme là-dedans. Donc. Oui, mais après, en effet, après c'est que moi je suis tellement pas tellement sur internet que, mais T'as bien raison. non, mais après je pense que de toute façon ça c'est inévitable. Avec l'action d'Israël, mais ouais, comme tu le dis, avec la résurgence des groupes incel masculinistes, ça c'est inévitable de toute façon avec ce processus de refascisation, de révélation du fascisme en Occident qui de toute façon c'est une conséquence directe, ça, je pense. Ça délie des langues, quoi. Maintenant, il y en a qui sont plus tranquilles. Oui, ils se sentent plus, plus permis, plus autorisés, en tout cas, à tenir ces discours-là. Du coup, c'est quoi la suite ? Où est-ce que vous allez avec Tzedek ? Bon, il y a la sortie de ce livre pour le 6 février, mais quels sont vos plans, grosso modo, là pour la suite ? Parce que j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait que Tzedek s'internationalisait. Qu'est-ce qu'il en est de ça ? Où est-ce que vous allez avec ça ? S'internationalise, tu penses à quoi? Parce que je suis pas sûr de. Ouais, je vois pas. Il me semble que j'avais vu vu ou en tout cas entendu parler d'interventions sur le terrain américain, de conférences, d'entretiens, je sais pas. Non. Je les ai rêvés complètement. Bon my bad. Non, c'est la notion internationale qu'il y aurait. Bon, on a des liens avec Jewish Voice for Peace. On a des militants qui ont été à New York, mais non, on est au sein d'une coalition d'organisations juives antisionistes à l'échelle de l'Union européenne. Mais je pense que ça c'est vraiment un autre travail qu'en plus auquel moi je participe absolument pas, donc je saurais pas en dire vraiment des mots sur ce qu'ils y font. Mais dans les objectifs, en fait, il y a continuer à tenir la ligne, clairement. Et puis je sais pas, enfin on en parlait, mais clairement, par exemple, je pense pas que la désionisation des Juifs soit tellement un objectif envisageable et réaliste à l'ordre du jour. Je pense pas que c'est un objectif qu'on puisse se poser, même si ce serait absolument formidable, mais et puis moi je dirais aussi que vraiment notre vision stratégique aussi d'influence et on va dire de popularisation de notre critique et de notre discours et on va dire de notre sphère, ça c'est un vrai objectif stratégique qui en plus sur certains points pour l'instant se déroule pas trop mal.
pour le coup, par exemple, dans la coordination féministe, il y a certaines organisations qui sont vraiment réceptives et volontaires à ce qui est proposé par les militants de TEDx qui sont dedans et les militants d'Urgence Palestine. Donc voilà, ça c'est dans les objectifs, on va dire, que je verrais. Après, on a aussi des gens qui sont à la FI, donc des liens aussi potentiels, enfin, des liens, on va dire, là encore, une question d'influence auprès de la France Insoumise, qui est d'ailleurs aussi un truc à l'œuvre, notamment avec Parole d'honneur. Enfin, après, je trouve ça difficile surtout en plus on va dire, dans cette actualité internationale absolument cauchemardesque qui se passe une catastrophe absolument tous les 15 jours. Donc, c'est difficile aussi de savoir un peu sur quoi on va agir. Enfin, par exemple, voilà, on s'est créé quelques mois avant le 7 octobre, c'est un truc qu'on n'avait pas du tout vu venir et ça s'est retrouvé être vraiment notre occupation principale. Donc, voilà, c'est. C'est vrai que nous, nos objectifs, nos champs d'intervention, c'est comme l'a dit Mathilde. En fait, on est limité par notre propre par notre propre définition, c'est-à-dire on est une orga juive en non mixité et antisioniste. Donc déjà, il n'y a pas énormément de juifs en France. Alors des juifs antisionistes, il y en a encore moins, et qu'ils soient de gauche radicale, c'est pas forcément. On est une minorité au sein d'une minorité, d'une minorité. Donc on n'a pas vocation à devenir un parti de masse, quoi, par définition. Oui. Donc, si on essaye d'agir politiquement, ça va être en essayant de populariser nos réflexions, nos catégories de pensée auprès d'autres organes, en s'intégrant dans des trucs plus larges. Donc, c'est pour ça, par exemple, que on doit penser nos rapports avec la gauche institutionnelle, la gauche blanche, la France Insoumise, en l'occurrence, puisque c'est comme le principal parti aujourd'hui à incarner ça en France, malgré voilà, malgré des reproches qui peuvent leur être faits sur d'autres trucs, oui. Bah, notamment sur la question de l'impérialisme, ils sont voilà. Moi, quand j'entends Mélenchon dire qu'il faut défendre les frontières de la France sur les 5 continents, ça me fait un peu bizarre, quoi. mais après, enfin voilà, nous on considère qu'il y a des possibilités de peser dans le bon sens sur la FI. Sur un certain nombre de questions, notamment sur la question de l'antiracisme. Le fait est que entre 2017 et aujourd'hui, il y a eu une vraie évolution d'un point de vue, notamment sur la question de l'islamophobie. Donc voilà, c'est un champ de lutte. Comme le disait Mathis tout à l'heure, il y a la question aussi du féminisme, où je pense que ça va être important aussi, peut-être de peser pour faire apparaître des clivages qu'il y a, parce que le champ féministe a je sens que c'est beaucoup construit sur ces dernières années, en tout cas, sur une espèce de je sais pas, un peu comme les délires d'union de la gauche, quoi, mais de fantasmes unitaires. On met les questions qui fâchent sous le tapis, typiquement l'islamophobie, le TDS, et la question et les trans, etc. Bon, mais donc nous essayer peut-être de faire apparaître ces clivages plus spécifiquement sur les questions de racisme. C'est quelque chose qui est à nos yeux important pour amener un peu chacun à se positionner, et puis voilà, essayer de participer à faire renaître un mouvement anti-impérialiste, parce qu'il y a cette actualité internationale qui est terrifiante. Il y a une volonté de remilitariser la société qui il y a clairement une nécessité de se réorganiser en tant que camp anti-impérialiste, hein, c'est sûr. Totalement, et de repenser la question de la guerre et qu'est-ce que ça veut dire de militer au sein d'un État impérialiste, qui donc c'est pas la même chose dans une société qui militarise quand t'es je sais pas, un pays du Sud, ou quand t'es la France qui intervient en Afrique, qui est une industrie de l'armement. Complètement. Donc voilà, c'est un peu je pense les principaux champs qui vont nous occuper d'un point de vue stratégique dans les mois qui viennent, quoi. Notamment vas-y. Non, mais notre on va dire notre participation par exemple à Paris à la coordination féministe, c'est vraiment un point là qui devient de plus en plus central, déjà parce qu'il s'y passe des choses intéressantes, mais aussi parce que la question féministe est pour beaucoup un point de politisation quand même très fort, très puissant.
Ouais. Et enfin du coup qui est qui n'est absolument pas négligeable, mais qui du coup peut, enfin comme le dit Ellie, qui peut par contre en fait on va dire se matérialiser par beaucoup de confusion, également beaucoup de libéralisme. Après, on n'est pas du tout dans une position donneuse de leçons, quoi, mais il s'agit, oui, en fait, de réinterroger certains outils critiques, certains discours, c'est une certaine histoire aussi et vision du féminisme, des mouvements LGBT. Un truc dont on n'a pas parlé du tout, mais qui est un. Mais bon, là, ça va faire peut-être un nouveau long tunnel, mais un truc dont on n'a pas parlé, c'est aussi vraiment, par exemple, la question du pinkwashing israélien et même en général occidental. Et du coup, notamment cette question du pinkwashing rend absolument nécessaire l'intervention auprès du camp féministe et du milieu féministe, Ouais, complètement. parce que c'est un piège qui, bon, pour nous, peut nous paraître évident et gros comme une maison, mais qui en fait est très compliqué quand on n'a pas on va dire la critique antiraciste, qui est extrêmement difficile à on va dire à questionner et à décortiquer, et qui est vraiment extrêmement piégeux, quoi. Et donc enfin ouais, pour moi ça c'est un objectif qui est vraiment très et une action qui est vraiment très cruciale. Moi je vois des gens, par exemple, dans la communauté gay, vraiment avoir des positions, de faire des moves absolument catastrophiques. Et Dans une d'ailleurs, forme d'homonationalisme. ouais, bah, il y a la question de l'homonationalisme, même vraiment d'une forme de néocolonialisme complètement débridé, et que d'ailleurs, et qui n'est pas du tout, qui ne concerne pas du tout que Tel Aviv en Israël, mais par exemple, d'ailleurs, moi j'ai pu observer un peu que là dernièrement, c'est vraiment Bali. Bali, c'est le truc. La retraite spirituelle des gays blancs, voilà, enfin c'est vraiment le truc, et qui est en fait dans un même, on va dire, en plus c'est moins cher que Tel Aviv, parce que Tel Aviv c'est quand même extrêmement cher aussi, faut quand même le dire. Et puis maintenant ça passe plus trop, parce que bon, les gens commencent à être un peu au courant, donc on se met ailleurs, parce que bon, Bali c'est quand même très touristique, on a cette image complètement fantasmée de l'Indonésie, Oui, qui est puis une d'ailleurs un forme de pays. tourisme sexuel aussi. Ouais, ben voilà, alors il y a la question du tourisme sexuel, c'est que du coup, là encore, ça ne vaut pas que pour la question d'Israël et de la Palestine. Ça, c'est un point qui est extrêmement discuté, et qui, de toute façon, nous, sur lequel on est obligé d'intervenir et qui nous concerne, mais qui, en fait, interroge et, en fait, nous sert à critiquer et à intervenir sur d'autres points aussi. Et donc, ce qui vaut pour le pinkwashing israélien vaut pour le pinkwashing du tourisme en Indonésie, en Amérique latine, quoi. Enfin, voilà. Oui, c'est réintégrer une grille d'analyse anti-impérialiste, anti-coloniale, antiraciste dans des mouvements qui ont perdu progressivement ces grilles entre les années 2000 et 2020 même, j'oserais dire. Oui, puis du coup, il y a, enfin, par exemple, pour la question du féminisme, il y a aussi vraiment la question de la police, du rapport à la police, Oui. et du rapport en fait, à la sécurité. Oui, ça fait pas une passerelle. Hein. Ouais, voilà, parce que MeToo a quand même eu, sur certains aspects, a aussi été un peu une crispation sécuritaire sur certains points, et du coup, voilà. Après, voilà, là, encore une fois, on n'est pas dans une attitude de donneur de leçons, parce que de toute façon, c'est des trucs. Je pense pas que quelqu'un un jour ait réussi à décoder ce truc-là. Donc bon, mais ouais,
ouais, moi, ça me paraît être aussi vraiment un truc central et important. Ouais. T'as quelque chose à rajouter, Ellie, là-dessus? Non, bah, en fait, là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de politique, théorie et trucs un peu gros cerveau, mais on a aussi une part plus culturelle, même si Oui. évidemment tout est lié dans ce qu'on fait. Et je pense notamment, on a un ciné-club qui est, je trouve, l'une de nos grosses réussites. Donc, une fois par mois, Ouais. à Paris, mais aussi un peu on essaie d'organiser des séances un peu dans toute la France. Il y en a eu un à Je crois Marseille il y a pas longtemps. Yes. Je crois la prochaine séance, ce sera, je crois, le 17 février, si je ne m'abuse, sur un film d'un cinéaste palestinien qui s'appelle Lead. Mais voilà, on organise aussi parfois des concerts, des événements un peu comme ça, un peu festifs. Donc, on essaie de faire de la politique et aussi de pas se cantonner uniquement à des trucs ultra gauchistes, quoi. Ouais. Oui. De De caricature. toute façon, c'est important aussi d'intégrer les mouvements culturels, etc., pour pouvoir proposer d'autres choses. Et puis, comme vous le disiez au tout début de l'entretien, il y a de cela 5 heures. Je rigole évidemment. Il y a toute la question de faire communauté aussi, de faire solidarité et de pouvoir prendre soin les uns des autres. Et ça passe aussi par proposer des ciné-clubs, des concerts, etc., quoi. Ouais, on a une émission aussi sur Twitch qu'on a relancé il n'y a pas très longtemps. Voilà, bon, c'est sur Parole d'honneur, qui s'appelle Aola Mazé, qui était là où on s'est créé en réalité, dans le cadre de ces émissions avant même que Tzedek nous dise. Mais je me souviens des essayer... premières, c'était passionnant en plus. Vraiment quelque chose. Ouais. Mais ouais, on va essayer de reprendre, d'être plus régulier là-dessus. C'est vrai qu'on est sur plein de trucs en même temps et pas forcément toujours énormément de monde, mais voilà, on va essayer de reprendre. On a fait il n'y a pas très longtemps sur la figure d'Abraham Serfati, qui est un juif marocain anticolonialiste qui a longtemps été en prison et qui est une figure importante des judéités du Sud et antisionistes. Donc, et on va essayer de continuer à faire ce genre de choses, quoi. Ouais, ok. Et comment est-ce qu'on peut vous aider du coup, comment est-ce qu'on peut vous aider ou même vous rejoindre s'il y a des personnes qui sont intéressées Déjà, venir à nos événements, pour nous rencontrer, nous connaître, c'est un truc qui est pas mal. En plus, on est un certain nombre à être assez friands de ce genre de truc-là. Par exemple, sur l'action culturelle, très très rapidement, avec la coalition Guerre à la guerre, on avait fait un événement au moment de la fête de la musique qui était complètement gratuit en plus à Bobigny. Alors pour les gens de région parisienne. Donc c'est une ville dans le 93, très populaire, et du coup en fait même les gens en fait de Bobigny avaient participé à la fête, on avait fait des trucs, tout ça. Et donc venir à ces événements-là, déjà juste ça c'est chouette et tout. Après on a une association qui s'appelle les Amis de Tzedek, qui est en fait notre plateforme de soutien auquel vous pouvez adhérer. Et pour nous rejoindre, donc comme l'a dit Ellie, on est quand même un collectif en mixité, et puis aussi de juifs antisionistes de gauche, donc voilà, faut un peu quand même se reconnaître là-dedans. Mais en fait on est joignable par on a un mail sur notre site internet où il y a un onglet nous rejoindre pour ceux qui seraient intéressés. Ouais, il y aura tous les liens pour le site, pour les réseaux aussi en commentaire. Ouais. Oui. Nickel. Oui. Puis oui. Vas-y, Ali. On va faire une soirée de lancement pour notre bouquin le 6 février. J'ai vu dans le chat qu'il y a une question qui demandait si c'était un hasard que c'était le 6 février. Oui, en vrai, oui, c'est un hasard. Même si moi aussi, ça m'a fait sourire quand l'éditrice nous a dit ça. Mais ouais, donc on organisera ça à la Flèche d'Or notamment. Normalement, la billetterie sera ouverte bientôt. Devrait y avoir des concerts et ça devrait être assez sympa normalement. Ouais, vous pouvez acheter le bouquin accessoirement. Oui, voilà. Il est pas très cher en plus. On fera ça dès qu'il sortira. Je serais ravi de le lire. Est-ce que vous avez un mot de la fin, Ellie et Mathis, pour terminer cet entretien ?
Free Palestine. Parfait. Non, ouais, C'est un très bon mot de la fin. Bah, mais merci pour l'invite en tout cas. ouais, merci beaucoup. Bah, c'est normal, en fait. Je suis de Sedec depuis littéralement sa création, donc, donc bon. Ok. J'étais parmi les premiers. Bah, non. Ça fait plaisir voilà, d'avoir des endroits où on peut parler un peu longuement, et donc c'est toujours cool et précieux. Donc merci à toi pour l'invite. Voilà, force et Free Palestine, je pense, comme Mathis a dit, c'est un bon. Ouais. Et bah parfait, Free Palestine. Voilà, de la mer au Jourdain, les amis. Merci beaucoup pour d'être venu. Bien sûr, on a eu quelques problèmes de communication avec les réseaux, parce que c'est pas facile. On s'en est sorti. Merci énormément pour cet entretien. Vous avez été passionnant. Avec mes excuses pour les quelques erreurs que j'ai fait aussi pendant l'entretien. Et vu qu'à un moment, il y a le son de Mathis qui a coupé, j'espère juste que ça n'a pas mangé ce que tu disais avant. Donc voilà, j'irai vérifier ça après. Mais je croise les doigts très 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 fort. En tout cas, merci pour tout. Ouais, merci. Je vais quitter l'appel. Ouais. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée, une très bonne sortie de bouquin, et puis une bonne lutte. Vraiment toute ma force vers vous et vers les vôtres. Merci.